Salut les mecs, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un live One Piece sur les spoils complets. Donc voilà, il est un peu tard comme d'habitude. Le mercredi, c'est tout le temps comme ça. Et du coup, on va réagir à toutes les informations qui sont sorties aujourd'hui parce que voilà, il y en a énormément. On va d'abord react au spoil, ensuite passer à une petite analyse pour terminer sur quelques petites théories de ce qui pourrait se passer dans les prochains chapitres, prochains arcs, etc. etc. Donc j'espère que vous êtes bien prêts. Comme d'habitude, en début de live, les gars, n'hésitez pas à follow, liker, commenter. N'hésitez pas à rejoindre la team, à soutenir la chaîne, que ce soit de manière financière ou non. Vous avez accès aux souscriptions. D'ailleurs, faites-le que si vous avez envie. Voilà, ça nous aide de manière financière pour financer, ne serait-ce que ce soit le matos ou que ce soit tout simplement les concepts, voilà, pour améliorer la qualité des vidéos. Sinon, vous connaissez les gars, vous avez juste à liker, follow, commenter, à nous rejoindre sur Discord si jamais vous voulez discuter, échanger, partager vos théories, etc., etc. Donc voilà, il y a plein de choses de disponibles. Il y a le Twitter, donc voilà, c'est là-bas où on met justement les spoils qu'on va analyser aujourd'hui. Et voilà, sinon, vous connaissez les gars. Je pense que à force, vous devez connaître tout ça par cœur. Donc c'est parti, on va analyser tout simplement ces petits spoils. Donc voilà les gars, j'espère que vous êtes bien prêts. Donc c'est parti les mecs. Donc let's go les gars, c'est parti, on passe directement au chapitre 1142, donc voilà c'est les spoilers complets. Le chapitre s'appelle La chose que je crains le plus, et comme on l'a vu hier, ça va être en rapport avec Nika, c'est légendaire, il y a beaucoup de révélations, donc voilà on va faire le tour très vite, histoire d'avoir toutes les infos pour pouvoir analyser et théoriser sur ces spoils complets. Donc voilà, bougez pas. Donc du coup on commence directement avec la mini-aventure de Yamato, donc le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, volume 28, rends l'épée et les filles que tu as kidnappées, Raime Ake, donc trépas du tonnerre divin, Yamato, terrasse, Uzu, en un seul coup. Donc ça c'est légendaire, donc voilà, ça montre un petit peu déjà la puissance de Yamato, ça montre que voilà, face à un Tobiropo, il suffit d'un seul coup pour pouvoir l'éclater. Surtout que voilà, elle avait déjà fait une démonstration légendaire contre Kaido. Donc tout se passe comme il faut. Et dans tous les cas, on analysera ça plus en détail dans le chapitre. Parce qu'on aura les images, le visuel, etc., etc. Alors ensuite, on passe directement au chapitre. Donc le chapitre commence à l'école des morts, où un énorme serpent nommé Jormungandr apparaît soudainement et poursuit les enfants. Alors que le serpent est sur le point d'avaler un enfant, un géant adulte apparaît et frappe la tête du serpent avec un énorme marteau. Donc voilà, est-ce que ce serpent, c'est un serpent spécial? Est-ce que en fait, c'est juste très commun à Elbaf? Rappelez-vous que des serpents, on en a vu plusieurs. On en a vu un dans le monde de l'Underworld, avec Loki, donc voilà, c'était un des amis de Loki. Et on en a vu un aussi dans le diorama au début de l'arc, donc voilà, dans le monde de Lego. Et ça fait du coup 2 serpents. Donc est-ce que justement les serpents c'est quelque chose de très commun à Elbaf? Je pense que oui. Et là je pense que ces serpents, s'ils s'appellent réellement le Jormungandr, doit être un serpent lié à Elbaf, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Donc pour moi, clairement, ça peut pas être les chevaliers divins qui l'ont amené. Mais je pense par contre que les chevaliers divins, ils ont dû le contrôler d'une certaine manière, soit acquis des rois, soit ils l'ont jeté sur le village ou quelque chose comme ça, pour qu'il attaque le village. Je pense pas que ce soit quelque chose qui appartient réellement aux chevaliers divins. Je peux me tromper, mais le fait qu'il s'appelle comme ça montre quand même un petit peu ses liens vikings, ses liens Elbaf. Ce qui est assez marrant, c'est aussi le fait que les marteaux sont très communs parmi les géants. On voit que du coup, il y a un autre géant qui possède un marteau. C'est pas quelque chose de peu commun. Donc voilà, je pense que c'est potentiellement une des armes les plus utilisées à Elbaf. Comme de par hasard, les marteaux, c'est aussi la spécialité d'Usopp. Donc voilà, patientez pour le power-up d'Usopp, ça va arriver très vite. Donc le géant dit du coup, écartez-vous les enfants. Puis dans une double page incroyable, Saul apparaît en haut d'une branche et frappe également le serpent avec un puissant coup de haki, l'écrasant au sol. Donc ça c'est ouf. Déjà on savait pas que Saul était un combattant, même s'il était dans la marine et tout, on savait pas qu'il maîtrisait le haki, on savait pas non plus son niveau de puissance, mais si je me souviens bien, ça devait être un vice-amiral, si je me trompe pas, capitaine ou un vice-amiral, ou quelque chose comme ça je pense. Donc voilà, ensuite, on a Saul qui dit, désolé pour le retard, éloigne-toi de l'Akiba, Kimatsu Shiken, donc les kanji signifient coup de poing, chasse démon, mais la prononciation Kimatsu Shiken signifie examen final en japonais, donc voilà, encore un jeu de mots légendaire d'Oda qui fait un lien entre les examens, donc l'école, en rapport avec Saul, le fait qu'il soit professeur, mais aussi avec coup de poing chasse démon, voilà, le côté combattant, chasseur de démons, etc., etc. Ensuite, on a les enfants qui sont émerveillés de voir que leurs professeurs les ont sauvés. On rencontre Kiba,
l'actuel directeur de l'école des Morses et ancien membre des pirates guerriers géants. Donc Kiba a un visage ressemblant à celui d'un Morse avec de longues défenses et des moustaches. On ne sait pas s'il possède un fruit du démon ou s'il a moitié mink. Kiba possède aussi un énorme marteau avec 2 longues pointes ressemblant aux défenses d'un Morse. Donc voilà, tout s'explique pourquoi l'école s'appelle comme ça. Et aussi, on a potentiellement l'introduction d'une nouvelle race. Donc voilà, les races mi-mink, mi-géant. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. Et je pense que ça pourrait expliquer pas mal de choses. Comme par exemple Kuma, qui pourrait être mi-mink, mi-géant lui aussi. Et peut-être que c'est ça les boucaniers. Bon, je doute pour l'instant, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche au niveau des races. 2 mélanges de races peut faire une nouvelle race et ça explique pas mal de choses. Kuma, pourquoi? Parce que voilà, il a trop de rapport avec les ours, etc. etc. C'est pour ça. Après, on est sûr de rien. Ok, on passe à la suite. Du coup, les enfants géants, ils discutent et il y en a un qui dit c'est monsieur le directeur. Et monsieur Saul, le directeur était un guerrier lui aussi. La rumeur qui disait que monsieur Saul était super fort est vraie. On dit qu'il était dans la marine. Trop cool. Donc voilà, les enfants qui s'émerveillent des combattants qui étaient à l'ancienne les géants et au final, on se rappelle aussi que les enfants n'aimaient pas la violence étant donné qu'ils ont été éduqués dans le sens de préserver la paix, ne plus être combattants, etc., etc. Donc voilà, petit parallèle et aussi une petite opposition par rapport à ces deux visions, mais d'un côté c'est totalement logique étant donné que voilà, dans tous les cas il va falloir se défendre, donc même si c'est pas des réels combattants, il faut quand même qu'ils puissent se protéger ou défendre les autres tout simplement. On continue avec la deuxième partie, donc Kiba qui dit « Aïe mon dos ». Merci pour ton aide, Saul. Et Saul dit, ne t'inquiète pas pour ça, mais c'est quoi exactement ce serpent? Oh, du coup, ils sont pas au courant de l'existence de ce serpent. C'est bizarre. C'est bizarre, donc ça voudrait dire que potentiellement, soit il y a quelqu'un qui a un lien avec Elbaf et qui fait partie des chevaliers divins, mais ça m'étonnerait parce que ils en auraient parlé, ils étaient tous stupéfaits et surpris de voir Elbaf pour la première fois, entre guillemets, en tout cas pour les deux nouveaux. Et Gunko et Shamrock, je les vois mal être anciens habitants d'Elbaf. Donc voilà, là ça contredit ce que je disais par rapport au serpent, mais je reste sur le côté de Jormungand, bizarre quand même, très bizarre. Ensuite, on a Robin et Chopper qui apparaissent cachés dans la barbe de Saul. Et Robin dit Saul, il y a aussi des monstres comme ça dans le monde du soleil. Et Saul dit non, il ne devrait y avoir que des animaux sauvages normaux. Et Chopper dit c'est énorme. Les incidents étranges continuent de se produire dans toute l'école. Un professeur nommé Wolf est retrouvé blessé et des enfants s'endorment soudainement. Saul interroge les enfants qu'il a sauvés sur l'endroit où sont passés leurs camarades. Saul dit où sont Ilva et les autres enfants? Et les enfants géants répondent là-bas, ils se dirigent vers la plage. Et du coup les enfants géants continuent avec off, c'était trop bizarre. Tout le monde s'est endormi et ne répondait plus à ce qu'on disait. Robin dit endormi, mais ils étaient en train de marcher. Enfant géant dit oui. En gros ils répondent oui. On voit alors un groupe d'enfants géants marcher en file indienne hors de l'école tout en dormant. On aperçoit une des flèches de Gunko qui les guide vers la plage. Du coup, les enfants géants disent tout le monde est endormi et ne réagit plus du tout. Et Saul répond revenez, où est-ce que tout le monde va? Et Kiba du coup décide de prendre des mesures d'urgence. Il dit sonnez le corps, que tout le pays soit au courant, évacuer immédiatement toute l'école. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Donc ça pourrait être le pouvoir d'un des chevaliers divins, c'est quasiment sûr. La seule chose, c'est de se poser la question, est-ce que c'est soit Somers ou est-ce que c'est Gillingham? On se pose la question, mais il y a des chances que ce soit Gillingham dans le sens où justement on le voyait s'endormir avec une bulle, etc., etc. Ça c'est une possibilité. Mais d'un autre côté, je me dis que voilà, Kirin, c'est un petit peu la liqueur en version japonaise, pour être vulgaire, et j'ai l'impression que d'après mes maigres connaissances, en tout cas sur le sujet, je trouve que je pense que ça correspond pas à quelqu'un qui va endormir les choses. Mais après, les licornes, voilà, c'est un petit peu lié à tout ce qui est rêve, etc., etc. Donc, à voir. Je me pose beaucoup de questions sur ça, mais il y a moyen que Kirin soit à l'origine de tout ça. Donc voilà pour la partie 2, on passe directement à la partie 3. Et donc cette fois-ci, on passe de l'école à l'outre-monde. On change de scène et Loki se tient devant Luffy et les autres avec Ragnir dans ses mains. Malgré ses blessures, Loki semble en pleine forme. Loki dit « Vous pensez pouvoir contenir ma puissance avec un seul bracelet de granit marin, encore attaché à ma jambe, comme vous êtes naïf. Si vous voulez protéger Elbaf, relâchez-moi immédiatement. Je vais jamais réussir. » Mais what? Mais je rêve ou quoi? Mais wesh Valko ça? Oui, c'est une dinguerie de ouf. Il a offert 10 000 bits. C'est légendaire. Bah écoute mon ref, je peux que te remercier. Je sais même pas si tu as fait exprès ou pas. Je suis abasourdi. C'est la première fois qu'on fait un sub aussi gros. Tu sais que tu pouvais y aller mollo, hein. Franchement, tu m'aurais donné 10 balles, j'aurais été choqué, t'es ouf. Ah bah gros, là, t'as vraiment pas fait les choses à moitié. T'as même fait les choses un peu trop hardcore, j'ai envie de dire. Voilà, c'est une dinguerie. J'ai jamais vu ça. Ouais, je disparais carrément. Bah écoute, merci encore frérot. Franchement, t'assures de ouf. Donc let's go, on continue. Ok, du coup, je suis perdu. Je sais plus où j'en suis. Donc j'étais à Loki, je crois.
Alors Loki qui dit, et je vais vous montrer immédiatement si ce ne sont que des paroles en l'air. Ajrodin dit, Loki, Luffy dit, toi, Sanji dit, c'est quoi le délire avec ce mec? Et Loki dit, je me dépêcherai si j'étais vous. Si je tire assez de fois, ça finira bien par toucher quelque chose. Les flammes vont se propager. Vous connaissez la faiblesse d'Elbaf aussi bien que moi, non? Sachez que j'ai le pouvoir de vous détruire tous, Ajrodin. Arrête ça, Loki. Puis, dans une double page épique, Loki frappe l'arbre d'Adam avec Ragnir, qui l'utilise comme une batte de baseball. Ouais, je sais. Incohérent. Luffy, Zoro, Sanji et les nouveaux pirates guerriers géants sont sous le choc. Alors que Loki frappe l'arbre, un éclair tombe du ciel et frappe exactement au même endroit où Loki a utilisé le Ragnir. Donc voilà, très intéressant parce que voilà, il y a une espèce de petit délai entre le moment où il tape et que l'éclair tombe. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est potentiellement son pouvoir lié à l'arme antique plus qu'à un fruit du démon ou potentiellement à une mécanique qu'on connaîtrait pas encore autour de ce marteau. Mais c'est pas impossible parce qu'on connaît les lames noires qui sont revêties de haki et du coup qui aspirent du haki comme si elles étaient vivantes. Donc là, est-ce que le marteau pourrait avoir la même mécanique non liée cette fois-ci au haki mais plus à quelque chose d'élémentaire tel que les éclairs? À voir, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Personnellement, je pense que c'est le pouvoir de l'arme antique de Loki, mais je pense que le marteau, lui, sert de catalyseur et que son pouvoir sans son marteau l'a quand même, mais peut-être qu'il est moins précis et qu'il peut juste créer des tempêtes, tu vois. C'est peut-être quelque chose comme ça. On verra, mais c'est des choses qu'il faut garder en tête comme j'ai l'habitude de dire. Du coup, l'éclair touche aussi une partie des branches de l'arbre d'Adam et tombe. Et cette partie du monde du soleil prend feu. Dans le village, les géants encore en pleine fête voient le feu se déclarer. Et du coup, les géants disent, Maître Jarl, un incendie s'est déclenché dans la partie sud de l'île. Les géants disent, et ce n'était pas le corps qu'on a entendu juste avant. Et Jarl dit, le feu c'est une catastrophe. Dépêchez-vous de l'éteindre. Donc voilà, ça pour vous montrer que là, encore une fois, on passe vraiment du tout au tout. On était à la fête et là, Loki, depuis qu'il est libéré, vient de lancer les hostilités et vient de changer un petit peu la dynamique de l'arc qui était plutôt détente, plutôt on va libérer, se promener, explorer. Et là, cette fois-ci, ça va plus être se défendre, protéger et justement en même temps sauver les personnes parce que en plus de Loki, il y a aussi les chevaliers divins qui agissent de leur côté. Donc voilà, deux trames narratives, deux ennemis différents qui sont en train de avancer de chaque côté et qui vont potentiellement se rejoindre en un même point, peut-être se battre entre eux et peut-être aussi que Luffy va essayer de les arrêter et du coup ça fera trois parties on va dire qui vont chacun se défendre et défendre leur opinion et en même temps se battre et potentiellement créer des dégâts colossaux qui vont changer la phase d'Elbaf même si ça a déjà commencé. Ok, dernière partie. Donc retour à l'école des morses. Ange dit à Saul qu'elle a déjà vu ces monstres avant. Elle explique qu'un peu plus tôt dans la journée, elle avait demandé aux enfants de dessiner les choses que je crains. Et ils ont dessiné des monstres comme Fenrir, Drogon, Loki et même Nika. On aperçoit certains de ces dessins. Et maintenant, les pires peurs des enfants ont soudainement pris vie. Ange, c'est un monde sorti tout droit des pires cauchemars des enfants. Puis dans la dernière double page absolument épique du chapitre, on voit que l'école des morses est encerclée par une armée de monstres géants ressemblant aux dessins des enfants. Saul, Ange et Kiba observent les monstres s'approcher de l'école à travers la forêt. Les monstres sont colossaux et chacun a un style différent car ils ont été dessinés par différents enfants. On aperçoit un immense dragon, un ours avec un casque, un oiseau géant, un nuage orageux effrayant, un fantôme, un soldat squelette géant, Drogon, un loup géant, Fenrir, un géant furieux, Loki, un guerrier maléfique ressemblant à Nika, comme dans le livre de Harley. Et du coup, le chapitre se termine avec Gunko, Summers et Killingham observant tout à distance. Shamrock n'apparaît pas dans ce chapitre. Potentiellement qu'il est déjà parti. Killingham qui dit « D'accord, tout est en place ». Et du coup, il dort. Donc, il y a vraiment beaucoup de chances que ce soit lui qui, justement, fait tout ça, tu vois. Summers qui dit « Ah, bon travail, Killingham ». Et du coup, il répond « À son tour, le temps est compté jusqu'à ce que ces mioches arrivent au navire ». Killingham ajoute « Tu crois qu'ils réussiront à les récupérer avant ça ?» Et Summers dit « L'amour, c'est juste faire du mal mutuellement ». Et Summers pose alors une question à Gunko dans la dernière case du chapitre et dit « Dis Gunko, toi, il y a quelque chose que tu crains ?» Et Gunko répond « Nika ». Fin du chapitre. One Piece reviendra dans le Weekly Shonen Jump en vente 4 mars. Donc voilà, pause la semaine prochaine et on va devoir rester sur ça pour l'instant. Donc c'est ouf, beaucoup de révélations dans le chapitre, ça va être légendaire et j'ai l'impression que voilà, c'est le grand tournant de l'arc d'Elbaf. Là, on est dans la première partie introduction, voilà, présentation des personnages, on met en place certaines mécaniques, certaines informations, certains foreshadowing pour pouvoir les exploiter plus tard dans l'arc. Et il fallait un tournant qui change la phase de cet arc. Et justement, on y est arrivé, c'est-à-dire que là, maintenant, à partir de maintenant, on passe plutôt dans la phase défense, combat, affrontement, etc., etc. Donc là, c'est un chapitre, pas n'importe lequel, c'est le chapitre qui va justement changer la phase d'Elbaf et qui va tout simplement aussi mettre en place la narration type combat
que Oda aime tant mettre en place. Donc voilà les gars. J'espère que vous avez kiffé cette petite réact. On passe directement à l'analyse. C'est parti pour tout simplement l'analyse et les théories au sujet du chapitre 1142, mais surtout des spoils complets 1142. Donc voilà, je vais vous parler pas mal de choses. Donc la première chose, ça va être ce qui a été présenté dès le début du chapitre, le fameux serpent qui s'appelle le Jormungandr. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a deux possibilités. Comme je vous l'ai dit, peut-être que c'est un vrai animal qui vit dans la forêt, mais comme Saul l'a dit, c'est quand même bizarre. On n'a pas l'habitude de voir quelque chose dans le monde du soleil. Souvent, ces serpents, on les retrouve tout simplement dans l'Underworld. Et on en a déjà vu deux. Le premier, c'était avec Rhodes dans le diorama, et le deuxième, c'était dans le fameux Underworld. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que là, on en a un dans le monde du soleil, donc là où il ne devrait pas être. Et moi, j'avais émis l'hypothèse que ça pourrait être Loki et tout, mais là, je pense vraiment qu'en fait, c'est le pouvoir potentiellement de Gillingham. Je pense vraiment que c'est un des monstres que les enfants craignent le plus. C'est pour ça que ces monstres-là sont présents dans le monde du soleil. Et du coup, je pense que voilà, le serpent, c'est un des monstres qui vont justement être soit la personnification des plus grandes peurs des enfants, mais potentiellement aussi un foreshadowing de légende où Oda pourrait réutiliser ces monstres plus tard dans le manga, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui ressemblent. Voilà, le serpent géant pourrait correspondre à Im-sama, peut-être avec son fruit du démon. Peut-être que même Teach pourrait avoir un fruit du démon qui ressemble à un serpent, mais plutôt un mythe japonais yokai en rapport avec le serpent, ou un mythe biblique en rapport avec les démons, les serpents, etc. Serpent qui représente le diable. Donc voilà, et ça c'est que une des représentations, hein. Comme j'en ai parlé juste avant, il y a le Drogue, qui est tout simplement un mort-vivant fait de chair, considéré comme un fantôme, un revenant qui garderait des trésors dans sa tombe. Et ça pourrait être un foreshadowing comparé à un yokai, parce qu'on connaît un yokai qui est un squelette gigantesque, et ça fait partie des yokai les plus craints, entre guillemets, parce que voilà, il représente la mort, la dangerosité, etc., etc. Donc voilà, tous ces dessins, pour moi, pourraient tout simplement faire écho à quelque chose qui pourrait apparaître plus tard dans le manga. Surtout que voilà, on y a vu dragon, on y a vu plein de choses qui potentiellement existent déjà. Les serpents géants, on en connaît beaucoup. Je vous ai déjà cité ceux d'Elbaf, mais il y a aussi, par exemple, celui qu'on a croisé sur l'île Céleste. Donc voilà, je pourrais vous en citer d'autres, comme celui mentionné dans le Halley, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui pourrait réellement exister. Et pour moi, je pense que tous ces dessins-là, toutes les plus grandes peurs des enfants qui sont censés que être des cauchemars, vont potentiellement plus tard dans l'œuvre être bel et bien réels. Peut-être en rapport avec les chevaliers divins, peut-être en rapport avec les armes antiques, peut-être en rapport avec tout et n'importe quoi, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut exploiter et qui a énormément de sens. Donc ça, c'était pour le côté serpent, monstre, etc. Deuxième chose, c'est Kiba. Kiba qui est tout simplement un homme morse. Donc voilà, peut-être que c'est un fruit du démon, même si j'en suis pas totalement sûr, étant donné que Oda est en train de mettre une mécanique de race très présente. Donc voilà, dans le début de One Piece, c'était présent. Mais là, actuellement, c'est vraiment beaucoup trop présent par rapport à ce qu'on a vu dans le reste du manga. Là, on a vraiment beaucoup de races qui ont été énoncées, y compris les Dosundadas, qui pourraient soit être les moitié mink, moitié géants, mais qui pourrait aussi être la race de Barbe Noire qu'on ne connaît pas encore. Donc ça, je pense que c'est possible, même si pour l'instant, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Mais ce que je pense réellement, c'est que toutes les races qui ont été citées par Gaban, ça je garde ça en tête, c'est que ça doit être des races liées aux géants, étant donné que lui, malgré le fait qu'il ait fait le tour du monde, je pense que ses connaissances, en tout cas les connaissances qu'il a dites sur les races, potentiellement il aurait pu les trouver à Elbaf, étant donné que voilà, la connaissance se trouve à Elbaf, avec l'arbre, les livres, etc., etc. Donc j'ai l'impression que c'est un lien avec les géants, même si malheureusement on n'en est pas totalement sûr. Donc voilà, Oda met beaucoup les races en avant. Je pense que ça va avoir un impact réel sur la fin du manga. Je pense que c'est pour ça qu'il a vraiment mis tout ça en avant. Ensuite, on va parler de Loki, parce que voilà, Loki c'est vraiment le cœur du chapitre. En tout cas, c'est vraiment tout ce qu'on attendait, tout le côté badass et en même temps les pouvoirs qui commencent petit à petit à se dévoiler. Donc là, ce qu'on peut retenir, c'est que voilà, il a un marteau légendaire, il peut faire frapper la foudre là où il veut grâce à son marteau. Donc voilà, c'est exactement le pouvoir de Thor. Et j'ai l'impression qu'Oda, il s'est amusé à faire un futur alternatif, mais de la mythologie viking. C'est comme s'il avait fait, et si dans les mythes vikings, Thor, il avait jamais existé, et que c'est Loki qui avait existé avec le pouvoir de Thor, et qui était finalement le fils de Odin, qu'est-ce qui se serait passé? Et du coup, il a dû décider ça, et décider de faire comme ça. C'est vulgairement ce que j'ai ressenti, mais je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt sympathique, parce que du coup, on va avoir un Loki malicieux, dangereux, avec un pouvoir divin, légendaire, qui potentiellement est propre à lui-même. Donc
Donc voilà, moi je pense sincèrement que ça doit avoir un lien avec l'arme antique Uranus. Beaucoup de personnes pensent que l'arme que détient Im-sama est Uranus. D'autres personnes pensent que c'est Pluton. Moi, je pense clairement que l'arme d'Im-sama, c'est vraiment une arme technologique. Donc vraiment, ça ressemble pas à la mécanique qu'Oda a mis en place par rapport aux armes antiques. Pour moi, les armes antiques, c'est des humains, comme Shirahoshi. Si les autres armes antiques sont pas des humains, tu sais, ça change vraiment beaucoup de choses. Là, Shirahoshi, on l'avait considéré comme une arme depuis le début du manga, parce que voilà, c'est comme ça qu'il avait énoncé. Côté arme avec Pluton, avec le côté bateau, etc. Et en fait, plus tard, on a découvert que c'était bel et bien un humain, ce qui changeait complètement la donne. Et Pluton, faut se rappeler que Franky a dit que les personnes qui ont bâti cette technologie l'ont bâti pour contrecarrer les autres armes antiques. Donc, ça peut avoir plusieurs sens. Peut-être que c'est réellement une arme antique, peut-être pas du tout. Donc, c'est pour ça que moi, je pense pas du tout la même chose par rapport à tout ça. Et du coup, Pluton, pour moi, serait bel et bien Suwano, aurait un lien avec Momonosuke et Zuneisha, parce que voilà, la mécanique est la même que celle de Shirahoshi et les rois des mers. Et on aurait à Elbaf la dernière arme antique, Loki, qui lui utiliserait la foudre et son marteau pour la diriger. Voilà, le marteau est plus un catalyseur que vraiment l'arme antique en soi. Même si, en vrai, on n'en sait pas plus. On verra bien, mais moi, je pense que le pouvoir vient bel et bien de Loki et pas du marteau. Et ce qui est assez intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment un parallèle pour moi entre l'île Céleste et Elbaf. Je pense que vraiment, c'est le parallèle que Oda a choisi, parce que voilà, on a le paradis, on a l'outre-monde, on a le monde du soleil, on a le côté nuageux, etc., qui prend forme, des nouveaux objets, comme les Dials à l'époque et maintenant le Painter. Il y a vraiment beaucoup de parallélisme par rapport à tout ça. Et le dernier parallélisme qui pourrait être réel, c'est l'ennemi. L'ennemi qui pourrait être Loki. Et Loki maîtrise la foudre, on vient de l'apprendre. Et qu'est-ce qui se passait à Skypiea? C'est que, voilà, Ener maîtrisait la foudre et il était le grand ennemi. Et quand Ener utilisait sa foudre sur Luffy, ça ne faisait aucun dégât. Donc là, ça pourrait être la même chose avec Loki. Lui qui pense qu'il est invincible, ce qui est potentiellement possible. Lui qui pense qu'il peut tuer tout le monde, ce qui est aussi potentiellement possible. Peut-être qu'il est vraiment plus puissant que tout le monde. Et ben, face à Luffy, malheureusement, il pourrait pas le one-shot parce que Luffy a ce fameux fruit du caoutchouc, entre guillemets, qui est Nika maintenant, qui lui permet justement de résister à la foudre. Et ça ferait d'une part un running gag, mais aussi le côté malchance de Loki qui fera en sorte qu'il est vraiment le plus puissant, mais il peut rien faire face à Luffy parce qu'il est trop fort. Si Loki a vraiment un fruit du démon de type Zoan mythique, s'il est vraiment une arme antique, s'il a vraiment combattu contre Shanks à armes égales en termes de puissance, potentiellement que Loki pourrait être potentiellement, je dis bien, plus fort que Luffy. Même si ça semble fou, c'est pas quelque chose d'impossible. On est quand même sur l'île la plus puissante du monde, avec l'homme le plus puissant du monde. C'est quelque chose qu'il faut envisager, même si c'est pas quelque chose dessus. Donc voilà en tout cas pour ça. Et après, on terminera tout simplement cette analyse avec les fameux chevaliers divins qui commencent à apparaître. Voilà, comme je l'ai dit juste avant, ils envoient leurs démons entre guillemets sur l'école. Ils essayent de créer tout simplement bazar, on va dire ça poliment, parce que justement leur but ça va être d'enlever les enfants. Et j'ai l'impression que voilà, ils s'en amusent un peu en mettant en place certains jeux, le fait de voilà les guider vers le bateau, potentiellement laisser une chance aux géants de les rattraper, même si ils les laisseront pas faire. Pour moi, c'est une certitude. Ça, c'est ouf. Et ça m'intéresse de fou furieux. Et pour terminer, je dirais que, voilà, ce chapitre est légendaire. J'ai dit juste avant, pour moi, c'est le grand tournant de l'arc d'Elbaf. Parce qu'au début, on était en mode exploration, découverte, etc. Là, on a libéré Loki. Là, les chevaliers divins attaquent l'école. Je pense que voilà, il n'y a plus de retour en arrière. Maintenant, il va falloir se défendre. Il va falloir combattre. Il va falloir aller aux quatre coins de l'île pour justement gérer tous les problèmes qui sont en train de se passer. Et là, je pense que les prochains chapitres pourraient découler sur un combat de Luffy, Zoro, Sanji vs Loki. Pourquoi? Parce que Luffy l'a dit, si Loki fait des conneries, je vais devoir m'en charger. Et soit Loki va menacer Luffy en disant, bah écoute, si tu me tapes, je vais faire tomber la foudre et je vais brûler toute l'île et tout ça, ce sera de ta faute. Ou sinon, potentiellement, il va essayer de trouver quelque chose d'autre comme potentiellement et qui sera tout simplement plus puissant. Peut-être qu'il va battre Luffy, ce qui est pas impossible. Moi, ce qui serait légendaire, c'est que Loki repousse Sanji et Zoro, ce qui est totalement possible. Rappelez-vous, contre Ener, Zoro et Sanji pouvaient rien faire. Bon, ok, ils avaient pas de haki et tout, mais face à la foudre, je sais pas si quelqu'un peut faire quoi que ce soit. Même Zoro là actuellement, il pourrait se protéger avec du haki, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de certification par rapport au fait que le haki permet de te protéger de tous les éléments. Je sais pas si tu peux aller dans la lave si tu as du haki. Sinon, Oden, il avait du haki, il se serait jamais fait ébouillanter. Sinon, voilà, il y a plein d'ennemis, jamais il se serait fait attaquer par la foudre, etc., etc. Donc peut-être qu'un petit coup de foudre sur Zoro et sur Sanji pourrait les mettre KO à cause de l'élément, pas vraiment à cause de la puissance. Et peut-être que Luffy, lui, aurait du mal à le battre, étant donné sa puissance colossale. Et peut-être que les dégâts seraient tellement grands que le combat serait voué à se terminer très rapidement. Donc ça, c'est quelque chose de très possible. Et aussi, je pense que Oda pourrait choisir de faire comme ça pour rajouter
rajouter de la tension. Je pense pas qu'il veut que Luffy perde sèchement, même si, par exemple, contre Kaido, c'était possible, etc., etc. Et on est quand même avec Luffy, pas non plus avec Shanks, par exemple. Shanks, jamais on pourrait le voir KO, mais Luffy, voilà, il est un peu bête, prend des décisions trop vite et justement, maintenant, il le regrette. Je pense que Oda est encore dans ce type de mécanique où justement, ce but, c'est potentiellement de faire en sorte de faire goûter le sol à Luffy, entre guillemets, dans le sens où, voilà, Luffy n'a pas fini de se faire massacrer parce que, voilà, il doit apprendre, il doit évoluer. Malgré le fait qu'il est empereur, peut-être qu'il doit toujours continuer à avancer. Et potentiellement qu'il pourrait revenir le battre à la fin de l'arc pour justement redorer son blason, tout simplement. Parce que voilà, un empereur qui se fait battre, logiquement, ça transmet le titre d'empereur à l'autre, donc forcément, il faut la revanche juste après. Donc voilà. C'est pas sûr, c'est pas quelque chose que je privilégie, mais c'est quelque chose qui est totalement possible parce qu'on est avec l'équipage des Mugiwara. N'oubliez pas l'équipage des Mugiwara, s'ils peuvent fuir, ils fuient, qu'ils soient empereurs ou pas empereurs, ça change pas grand chose à leur manière d'être, à leur manière de penser, mais c'est quand même quelque chose sur lesquels je doute pour l'instant. Donc voilà en tout cas pour l'analyse, ça a été un peu plus long que prévu, mais j'espère vous avoir donné toutes les informations. De toute façon, on revient pour le chapitre demain, on essaiera de détailler en profondeur toutes les informations qui vont sortir de manière visuelle, et aussi j'irai faire 3 petites recherches, même si vous avez déjà vu un petit peu tout ce que je voulais dire par rapport aux théories, etc., etc. Donc voilà, en tout cas pour la team YouTube, c'est terminé. Merci d'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir. Un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent. Merci énormément, par exemple, à Val Corion, qui a vraiment soutenu de fou la chaîne aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et aussi, merci, à tous ceux qui rejoignent, qui follow, qui commentent, qui s'abonnent. Frérot, vous êtes les meilleurs. Hâte de faire quelque chose de plus grand encore. Voilà, moi je trouve qu'on est encore qu'au début. Là, on essaye d'améliorer un petit peu l'aspect technique, on va dire. Mais là, je pense que j'ai 2-3 petits conseils. Pas des conseils plutôt, mais des concepts dans la tête qui pourraient prendre vie et qui seraient vraiment sympathiques, même si ça demande énormément de travail par rapport à ce qu'on fait actuellement. Donc on va voir, mais c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place parce que, voilà, on arrive au dernier grand moment de One Piece, hein, même si on n'est pas au dernier arc, je pense. On arrive quand même dans les grands moments. Je pense qu'il faut faire les choses en grand et j'espère pouvoir prévoir quelque chose à la hauteur des concepts. Donc voilà les gars, merci encore. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et on se revoit très très vite.